Alors, bonsoir, sinon bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Cette vidéo qui s'inscrit dans la suite logique de notre formation qui porte sur l'assistanat comptable et financier. Donc, cette vidéo fera en quelque sorte la synthèse de tout ce qui a été vu durant la formation. Donc ici, il s'agira essentiellement de la partie théorique. Nous aurons une deuxième vidéo qui va porter sur l'aspect pratique, donc la prise en main du logiciel Sage Compta et aussi la prise en main de Excel, Excel, Excel appliqué à la comptabilité. Alors voilà la fiche qui a été communiquée à ce sujet. Donc vous avez comme contenu de formation la gestion courante, donc le lettrage, l'archivage, le suivi des brouillards. Donc il y a le brouillard banque, le brouillard caisse et voilà essentiellement les deux. Donc on a également les opérations de contrôle des comptes. Vous avez aussi la gestion de la trésorerie, donc tout ce qui touche à l'état de rapprochement bancaire, le reporting financier et éventuellement la gestion budgétaire. Vous avez le traitement des pièces. Au niveau de du traitement des pièces, vous avez les pièces comptables qui sont ici les factures, voilà, les pièces de caisse, les états de paye. Alors, comme outil, nous avons Sage Comptabilité, la version i7 qui va être utilisée. Ensuite, Excel niveau 2. Et en termes de déclaration, nous avons eu à voir également la déclaration ou bien les déclarations mensuelles de façon générale. Donc, tout ce qu'il y a à déclarer chaque mois, essentiellement la TVA, le VRS, donc les versements des retenues à la source qui contiennent ici la TRINF, la CFCE et l'impôt sur le revenu. Ensuite le BRS, donc les retenues sur les tiers. D'accord. Et puis vous avez, c'est pas essentiellement, au fait, l'IPM, d'accord. L'IPM, les cotisations qui peuvent aussi, qui se font, d'accord, chaque mois en fonction de ce que vous auriez à faire bénéficier à vos travailleurs. Donc, ce sont des éléments très ramassés que nous allons essayer de voir pour préparer les participants au poste d'assistant comptable. Alors, en termes de plan, on a déjà tout ce qui touche à la généralité pour ce poste d'assistant comptable. Donc, le positionnement hiérarchique, puis les enjeux et responsabilités. Quelle est la responsabilité de l'assistant comptable? Nous l'avions vu, l'assistant comptable ne répond pas ne répond pas, d'accord, de la comptabilité. Il ne répond pas euh, sur tout ce qui touchera à la qualité de l'information financière. La qualité de l'information financière dépendra du comptable ou bien du chef comptable. D'accord. Maintenant, l'assistant comptable, c'est un aide, c'est un assistant. C'est quelqu'un qui assiste et qui aide. Et on a même dans certains contextes l'appellation petite main. Donc c'est une petite main qui vient en appui au comptable dans sa mission et on ne va jamais substituer, au grand jamais, on ne doit substituer l'assistant comptable et d'accord, le poste de comptable à celui d'assistant comptable. Je crois que ce n'est pas adapté. Il y a d'énormes risques liés à cela. Vous avez la comptabilité dans une organisation, donc toute entreprise tient une comptabilité, mais le degré ou le niveau de formalisation varie d'une entreprise à une autre. Alors, si nous prenons une entreprise qui est totalement informelle, qui n'a pas un système comptable
parfaitement aligné au référentiel Cisco ADA. Alors, comment procéder, d'accord? Comment aller jusqu'à la mise en place de la comptabilité? Donc, c'est ce qu'on va appeler ici la démarche de mise en place de la comptabilité. Et ensuite, les outils, d'accord? Donc, en termes de comptabilité, quels sont les outils qu'il faudra mettre en place? Alors, si la comptabilité est déjà en place, tout ce qui va suivre naturellement, ça sera maintenant la gestion. Donc, nous avons la gestion des opérations courantes, tout ce qui se gère au jour le jour. Vous avez la gestion de la trésorerie qui est aussi gérée au jour le jour, mais qui présente une spécificité parce que voilà, il faudra euh, avoir porté une attention particulière à la trésorerie. C'est en quelque sorte le cœur même, le poumon même de l'entreprise, et par conséquent, il y a un traitement spécifique qui lui est attribué. Vous avez les déclarations fiscales, on l'a vu tout à l'heure sur la fiche. À côté des déclarations fiscales, il y a aussi les déclarations sociales. À la fin, normalement, cette formation nous a permis aussi de voir le reporting. Donc, en tant que comptable, hein, ce n'est pas vraiment de la responsabilité de l'assistant comptable, mais le comptable peut se faire assister par son assistant de manière à assumer convenablement sa responsabilité. Donc, vous avez les tâches de reporting qui peuvent être partagées entre le comptable et son assistant, avec comme pour objectif principal de remonter l'information à la hiérarchie, à la direction, hein, pour une meilleure prise de décision. Voilà. Et puis, à la base, si tout dépend de la structure de l'entreprise, l'information peut être d'abord remontée aux responsables administratifs et financiers, qui va procéder à ce qu'on appelle la consolidation, c'est-à-dire prendre les informations dans leur ensemble et construire voilà, des informations homogènes, des informations globales sur l'entreprise et mettre ça à la disposition du directeur, donc de la direction générale. Maintenant, vous avez d'autres entreprises où les procédures de reporting sont un peu plus différentes parce qu'on va avoir un contrôleur de gestion. Donc le contrôleur de gestion va mettre en place les tableaux de bord, ce qui fait que le reporting va être systématique. Et du coup, tout ce que les différents services ont à faire, c'est juste d'alimenter les informations. Et puis au niveau du contrôleur de gestion, il a la base de données, il a les informations et il va aider la direction à exploiter ces données pour une prise de décision rationnelle. Comme objectif de cette formation, naturellement, c'est de préparer les participants à la fonction d'assistant comptable. Alors, ce n'est pas une formation qui vous prépare à être comptable. Nous prenons en compte le processus, les étapes qu'il faut suivre naturellement pour pouvoir arriver à des hauts postes, hein, à des postes élevés dans le domaine de la comptabilité. C'est tout un processus et quand on sort du système éducatif avec le diplôme qu'on obtient, il y a nécessité de passer par voilà, la petite porte, hein, de passer par la petite porte, ensuite gravir les échelons. D'accord? Ce n'est pas absolu, mais c'est recommandé de manière à ce que, bon voilà, aujourd'hui, quand on finit sa formation, c'est difficile d'être recruté comme comptable parce que côté expérience, on n'est pas bien assis. Par contre, c'est facile, d'accord, de prétendre à un poste de stagiaire ou encore un poste d'assistant comptable. Et là encore, une condition se pose, c'est d'avoir des connaissances de base, d'avoir un aperçu sur la fonction
et sur les tâches liées à cette fonction pour savoir déjà à l'avance ce que l'entreprise attend de nous. Donc c'est ça l'objectif de cette formation, c'est de préparer ceux qui sortent du système éducatif, qui ont beaucoup plus nagé dans la théorie, les aider, les accompagner à pouvoir intégrer, d'accord, une dimension pratique de ce qu'ils ont eu à apprendre. Et voilà, après ça, avec ces outils, quand on essaye de postuler, on est déjà avisé, on sait ce que l'entreprise attend de nous. Maintenant, si le défi est relevé et qu'on intègre l'entreprise en tant qu'assistant comptable, voilà, si les choses se passent très bien pour nous, on finit par être titularisé en tant que comptable. Et si les choses se passent encore mieux pour nous, on grimpe jusqu'à passer au poste de chef comptable, hein, responsable de la comptabilité. Et là, si les choses se passent encore très bien, on peut passer à un autre échelon, c'est le poste de responsable administratif et financier. Et on peut encore gravir les échelons, voilà, jusqu'à aller même, pourquoi pas, au poste de consolideur, hein, comptable consolideur, qui n'est rien d'autre que le comptable des comptables. Hein. Quand on parle de consolideur, donc on a plusieurs comptabilités, le cas de comptabilité des groupes, des entreprises qui ont plusieurs filiales. Donc, dans chaque filiale, il y a une comptabilité autonome, il y a un comptable. Alors, le rôle du comptable consolideur, c'est de prendre maintenant toutes les comptabilités et de les mettre ensemble pour sortir, en quelque sorte, l'image du groupe, d'accord? Et ça, ce sont en tout cas des échelons. Vous avez voilà, d'autres postes sur l'échelon, mais c'est important de commencer voilà, petit à petit. Ensuite, si les opportunités se présentent, il faudra toujours les saisir. Comprendre la gestion comptable d'une entreprise, procéder au calcul, à la déclaration et à la liquidation des charges fiscales et sociales. Voilà, il y a d'autres éléments que nous allons également voir. En termes de tâches, d'accord, en termes de tâches, normalement, ce qui est convenu, ce qui a été signalé lors de cette formation, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs retenir quand on est dans cette procédure, les tâches, qu'est-ce qu'on attend d'un assistant comptable à la base? C'est le traitement des pièces comptables. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce que je vais faire au niveau du traitement des pièces comptables? Un, je vais contrôler d'abord la conformité des liasses. D'accord? Quand on parle des liasses, c'est un ensemble de pièces justificatives. D'accord? Et dans cette liasse de pièces justificatives, on va avoir la fiche d'expression de besoin qui est la première fiche qui déclenche une opération d'achat. Vous avez la fiche d'expression du besoin qui va provenir de n'importe quel service. Ça peut être du service logistique, du service informatique. Je vais donner un exemple trop simple. Le service informatique a constaté que le Wi-Fi ne couvre pas toute l'entreprise et par conséquent, il leur faut renforcer le dispositif. Donc, le service informatique demande à avoir un nouveau amplificateur de signaux, d'accord? Un amplificateur de signaux. Donc, c'est un petit appareil qui va être utilisé pour amplifier le signal Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que le service informatique fait? Le service informatique va émettre un besoin, va émettre une fiche d'expression de besoin. Alors, la fiche d'expression de besoin va être déposée au niveau du service administratif et financier. Le responsable ou bien le directeur administratif et financier va évaluer la demande, d'accord, va étudier la demande pour voir est-ce que c'est justifié, est-ce que voilà, c'est nécessaire qu'on puisse l'acheter. Donc, c'est en fonction de l'argumentation du responsable marketing qu'on va voir si vraiment le besoin est justifié ou pas. Alors, si le besoin est justifié,
le responsable administratif ou le directeur administratif et financier va autoriser, par exemple, va donner, d'accord, mandat au chargé de stock, d'accord, de pouvoir aller prendre l'appareil dans le stock et mettre ça à la disposition du service informatique. Ça, c'est une première hypothèse. Mais la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où le produit n'existe pas dans le magasin. D'accord? Le produit n'existe pas en magasin. Alors, si le produit n'existe pas en magasin, naturellement, ce qui va être fait, c'est que on va devoir acheter. D'accord? Et donc, s'il faut acheter, ce qu'on va faire, c'est émettre. D'accord? On va émettre ce qu'on appelle une DRP. D'accord? Une DRP, c'est-à-dire une demande de renseignement et de prix. D'accord? C'est à peu près l'équivalent de appel d'offres. Mais appel d'offres, c'est beaucoup plus consistant, c'est beaucoup plus lourd. D'accord? Appel d'offres, c'est normé. D'accord? C'est réglementé, il y a des principes, voilà. Et ça concerne parfois des grosses sommes, d'accord? Des grosses transactions. Là, pour ces grosses transactions, il faut impérativement un appel d'offres. Ce n'est pas le cas pour des petits achats, voilà, de 20, 15, 30 000. Là, on peut procéder juste par DRP, d'accord? Et la DRP, c'est quoi? Ça peut se faire par téléphone. On appelle un fournisseur, écoute, on a besoin de ça. Ou bien on envoie un mail et on va procéder à ce qu'on appelle la mise en concurrence qui est systématique dans certaines entreprises. Différentes entreprises vont proposer, bon, moi je vous propose cet appareil à 20 000. L'autre dit, bon, moi je vous propose à 30 000. Moi je vous propose à 40 000. Moi je vous propose à 27 000. Naturellement, l'entreprise est orientée optimisation des coûts. Ce qu'elle va faire, c'est de choisir le moins-disant, c'est-à-dire l'entreprise qui propose le prix le plus bas, d'accord, sans que la qualité du service soit compromise. Voilà. Donc, allez, on va dire maintenant à cette entreprise, quand on va émettre la DRP, on va obtenir des proforma ou des devis. D'accord? Proforma. Alors, avec le proforma, on va savoir déjà quelle entreprise propose mieux et quelle entreprise on va appeler. Et donc, si on dit attention, c'est l'entreprise X qui est la meilleure, on lui dit écoute, votre proposition a été retenue. Par conséquent, nous vous envoyons un bon de commande pour commander maintenant le produit. Alors, le bon de commande fait office d'engagement. D'accord? Quand on émet un bon de commande, on s'engage. D'accord? Donc, le bon de commande tient lieu de contrat. D'accord? Donc, ce qui est écrit dans le bon de commande, c'est ce que vous devez apporter et naturellement, ça doit correspondre à ce qui a été proposé dans le proforma. D'accord? Le proforma qui est une facture qui n'est pas, d'accord, qui n'est pas un engagement. C'est pourquoi il y a des proforma. On vous dit que c'est limité pour une période de temps bien déterminée. Donc, le proforma n'est rien d'autre qu'une proposition de prix. D'accord? Le bon de commande est une acceptation de prix. J'accepte ce prix et voilà, j'accepte et je prends l'engagement de l'acheter. Donc, on va émettre le bon de commande. À la suite du bon de commande, donc après le bon de commande, naturellement, le fournisseur viendra livrer. Donc, le fournisseur va livrer le produit et le produit viendra avec le bordereau de livraison. Et le bordereau de livraison va attester que le produit a été livré. Donc, dans le bon de livraison, le bordereau de livraison, le service qui a émis la demande doit décharger, doit signer pour dire c'est reçu. D'accord? C'est reçu et c'est conforme à ce que nous avions demandé et par conséquent, nous validons. Alors, dès que c'est validé, le document qui va suivre, c'est maintenant la facture. D'accord? Pas la peine de mettre encore facture définitive. Non, quand on dit facture, c'est déjà définitif. La facture, c'est la facture, c'est définitive. D'accord? Si c'est pas définitive, c'est un proforma. Donc, on n'a que proforma et facture. D'accord? Donc, autrement dit, facture proforma et facture.
Tout simplement. Donc, pas la peine de mettre, c'est une tautologie, d'accord? Facture définitive. Bon, il n'y a pas une facture. Bon, voilà. À la fin, vous avez maintenant l'ordre de paiement. Alors, l'ordre de paiement, on va retrouver ce document beaucoup plus dans des entreprises qui ont une gestion budgétaire, d'accord? Qui sont orientés gestion budgétaire, donc il y a un budget qui est défini et par conséquent, avant d'engager chaque dépense, il faut impérativement, euh, avoir un ordre de paiement qui est signé par le directeur général, le coordonnateur ou le président. D'accord? Donc ce document, on le retrouve beaucoup plus dans les ONG ou encore des entreprises qui sont orientées gestion budgétaire pure. D'accord? Sinon, à défaut, considérez simplement que nous avions la fiche d'expression du besoin, le proforma ou le devis, le bon de commande, le bordereau de livraison et la facture. Voilà notre liasse pour les achats. Et cette liasse doit être contrôlée. D'accord? On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on contrôle la liasse. Vous avez l'enregistrement comptable. Alors, on pourra aller voir très rapidement et ça tombe bien. Le contrôle de la liasse achat ou encore le contrôle des pièces achat, comment ça se passe? Le contrôle de l'alias fournisseur, d'accord, ou procédure d'achat consiste à rapprocher les différentes pièces entre elles afin d'identifier toute incohérence ou anomalie dans le processus d'achat. L'assistant comptable doit à cet effet 1. Comparer le bordereau de livraison au bon de commande en se posant la question, est-ce que ce qui est livré correspond à ce qui a été commandé en termes de quantité et qualité. D'accord? Ici, le prix, c'est pas encore important. On ne va pas se pencher sur le prix. Est-ce que c'est bon? Non. On va croiser le bordereau de livraison. C'est ce qu'on appelle aussi le triple croisement. Il y a 3 croisements, effectivement. Donc, vous avez le triple croisement. Donc, bon de commande avec bordereau de livraison. Bordereau de livraison, on peut abréger ça BL. BL ou encore bon de commande. Alors, on va les croiser. Bordereau de livraison, ça atteste que le produit a été livré, que l'entreprise a apporté l'appareil. Bon de commande, qu'est-ce qu'on va voir sur le bon de commande? On va voir ce que nous avions effectivement commandé. Ce que nous, on a demandé, hein, nous, entreprise, ce que nous avions demandé. Alors, nous allons croiser, c'est-à-dire comparer les deux documents. Est-ce que ce que nous avions commandé correspond à ce qui nous a été livré? Si ça correspond, allez, on valide, on accepte. Deuxièmement, on va comparer la facture définitive à la facture pro forma. D'accord? Qu'est-ce qu'on va vérifier là-bas? On va juste vérifier est-ce que dans le proforma, qui est une proposition de prix, il y avait un prix qui était proposé au début. Mais à la fin, est-ce que c'est le même prix qui a été récupéré? Parce qu'il peut arriver parfois que le fournisseur vous propose dans le proforma ou dans le devis, il vous dit écoutez le produit, parce que le proforma n'engage pas l'entreprise. Le proforma engage le fournisseur. D'accord? Par conséquent, c'est la raison pour laquelle on ne paye pas sur la base du proforma. Le proforma ne sert pas à payer. D'accord? On ne paye pas sur la base du proforma. Si vous le faites avec les audits, vous avez des problèmes. Donc, on a la proposition du fournisseur, hein, le fournisseur qui nous propose dans le proforma. Maintenant, à la fin du processus, il va nous adresser une facture. On va voir est-ce que le prix qu'il nous avait proposé dans le proforma correspond au prix qu'il nous a facturé, c'est-à-dire qu'il nous demande de payer. Hein. Le proforma, c'est pour que nous puissions payer, alors que la facture définitive, la facture, c'est ce que nous devons payer, alors que le proforma, c'est une proposition.
troisième croisement, on va comparer maintenant la facture définitive au bordereau de livraison. Alors, vous voyez que ça revient chaque fois, facture définitive, facture définitive. Voilà, c'est une tautologie, mais bon, dans laquelle on est un peu rodé. Donc, vous avez ici la facture définitive et le bordereau de livraison. On va juste poser la question, est-ce que le fournisseur, il nous a facturé 3 appareils? Mais est-ce qu'il nous a vraiment livré les 3 appareils? Parce que notez un truc, notez bien, le service comptable, d'accord, n'est pas, d'accord, dans le cas d'espèce, le service informatique a commandé un produit. C'est le service informatique qui va réceptionner ce produit et qui va signer le bordereau de livraison. Donc le service comptable, tout ce qu'il va recevoir, c'est quoi? C'est des documents. Hein? Vous n'allez recevoir que des documents. C'est la raison pour laquelle il faudra bien étudier ces documents parce que le service informatique a déjà réceptionné le produit. Donc, ce que le service informatique va renseigner sur le bordereau de livraison, c'est ça qui va vous engager si maintenant vous décidez de payer. De façon générale, le contrôle des pièces comptables porte sur la vérification de l'authenticité, de la conformité par rapport aux exigences de la société. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est une norme, d'accord? C'est standard. On retrouve ça dans beaucoup d'entreprises, mais ça doit être adossé au manuel de procédure. Chaque entreprise a son manuel de procédure qui vient encore, si vous le permettez, on peut dire, compliquer tout ce que je viens de dire. D'accord? Exemple, l'entreprise dit par exemple que pour des achats au-delà de 200 000, il faudra une mise en concurrence, il faudra au moins 5 proforma avant de décider. Donc, si au niveau de la comptabilité, on n'a que 3 proforma, on n'a pas respecté le manuel de procédure, et si les commissaires aux comptes, les auditeurs viennent, nous avions des problèmes. Nous n'avons pas respecté le manuel de procédure. D'accord? Donc, du coup, chaque entreprise a quelques spécificités qu'elle peut ajouter, mais le manuel de procédure, c'est ça le document qu'il faudra prendre et vérifier. Ce qui fait qu'en tant qu'assistant comptable, quand j'intègre une entreprise, le manuel de procédure, c'est le document que je dois lire en premier. Et que je dois demander en premier. Si le document n'existe pas, je dois me renseigner auprès du chef comptable comment les procédures d'achat se passent. Et maintenant, à terme, si c'est possible, je peux même proposer un manuel de procédure. Je propose parce qu'une entreprise doit avoir des manuels de procédure et surtout le manuel de procédure comptable. Le manuel d'achat, d'accord? Le manuel d'achat, donc c'est important qu'une entreprise puisse avoir ça. Vous avez l'enregistrement des pièces comptables. Voilà, en termes comptables, on ne va pas trop parler d'enregistrement des pièces comptables, on va plutôt privilégier le terme les imputations. Je vais procéder aux imputations comptables. Et là, ça peut se faire sur différents types de logiciels. Vous avez Sage, vous avez Pégase, vous avez Odoo, vous avez Ciel Compta, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui procèdent avec un fichier Excel. Ça reste toujours une imputation. Alors, si l'enregistrement est fait, n'oubliez pas, on l'a oublié ici, après l'enregistrement, il y a le classement, d'accord? Il y a le classement qui permet de classer, voilà, nos pièces comptables, d'accord? Nos pièces comptables doivent être maintenant classées. Et notez bien, le classement, l'archivage, c'est des compétences très importantes pour un comptable. Donc, un comptable qui ne sait pas classer, naturellement, c'est un comptable désordonné. Pourquoi? Parce que demain, vu qu'il l'a mal classé, il serait difficile de retrouver une pièce. Alors que si le classement est bien fait, voilà, c'est très facile. Même quand il dort chez lui à la maison, on l'appelle, on lui demande où se trouve telle pièce. Il sait où ça se trouve, il vous oriente. D'accord?
À côté du classement, il y a maintenant l'archivage. L'archivage, c'est en quelque sorte le terminus des pièces comptables. D'accord? Le terminus des pièces comptables, mais là aussi, c'est encadré par la loi. Donc, il y a ce qu'on appelle les prescriptions. Il y a la prescription commerciale, la prescription en matière civile. Donc, en tant qu'entreprise, je suis tenu, c'est la loi qui l'impose, je suis tenu de conserver les justificatifs, donc les pièces comptables durant une certaine période. Donc en matière commerciale, donc entre entreprises, je dois, si je me trompe pas bien, si je me trompe pas, je crois c'est 10 ans. La prescription en matière commerciale, elle est de 10 ans. Donc, durant 10 ans, je ne dois pas supprimer, d'accord, ou bien perdre les pièces justificatives. On pourra toujours me les demander. En matière civile, on a 5 ans, d'accord, 5 ans. Donc, voilà, c'est défini par la loi, c'est fixe et c'est là où l'archivage intervient et c'est là où l'archivage est très important. Donc, une entreprise qui n'a pas un système d'archivage, ça pose problème. Il faudra impérativement disposer d'un système d'archivage, que ce soit physique ou numérique ou encore les deux. Voilà ce qu'il en est du classement, de l'archivage. Je me demande bien, est-ce que j'ai pas des slides sur ça? Malheureusement non, d'accord. Sinon je vous aurais montré très rapidement quelques mécanismes d'archivage, voilà, numérique ou encore physique. Mais si cela vous intéresse, on pourra consacrer une autre vidéo à ça, mais laissez juste en commentaire si cela vous intéresse. Voilà. Ou soit vous pourriez me laisser un message, on pourra consacrer une vidéo spéciale pour le classement et l'archivage. Comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on codifie, d'accord, la codification des pièces comptables et tout. L'autre tâche qu'il faudra aussi impérativement maîtriser, c'est le lettrage. D'accord? Le lettrage, vous avez dans le mot lettrage le mot lettre. Donc, c'est juste une tâche qui consiste à affecter des lettres à des opérations. Donc, ça s'inscrit dans le cadre justement du contrôle. Donc, en matière de contrôle, vous aviez 3 tâches. Il y a le lettrage, il y a le rapprochement, il y a l'appurement des comptes d'attente. Donc le lettrage, on pourra le voir dans le logiciel. Hein, c'est beaucoup plus mieux dans le logiciel parce que ça concerne beaucoup plus les comptes tiers. L'objectif du lettrage, c'est de vérifier est-ce qu'on doit à un client ou un client nous doit ou bien on doit à un fournisseur ou bien le contraire. D'accord? C'est de voir, ça permet de connaître la situation des comptes tiers. Hein, le compte tiers, il y en a, voilà, le client, le fournisseur, l'État, le personnel, voilà, il y en a beaucoup, mais on a indexé ici essentiellement les fournisseurs et les clients. D'accord? Donc, quand on va procéder au lettrage, la finalité, c'est juste de voir tout ce qu'il y a comme factures en suspens. D'accord? Les factures en suspens, donc ce qui n'est pas encore payé. Et donc, à la suite du lettrage, on pourra procéder à ce qu'on appelle la circularisation, c'est-à-dire envoyer un mail ou encore appeler le fournisseur ou le client pour savoir est-ce que voilà, cette facture est réglée ou pas et est-ce que ça peut être réglé le plus tôt possible. Donc ça, on le verra beaucoup plus sur le logiciel pour que vous compreniez mieux. Vous avez le rapprochement bancaire, alors c'est le point sensible de la gestion de la trésorerie. Il faut le faire chaque mois. En quoi consiste le rapprochement? Alors, il y a plusieurs rapprochements. On peut faire le rapprochement bancaire. Lorsque je procède à un achat, d'accord, et que je règle le fournisseur par chèque, je lui donne un chèque, je lui donne le chèque, voilà, le 12 mars. Rien ne me garantit qu'il ira le retirer, à moins que j'insiste, je lui mets la pression. Mais il a le chèque de toutes les façons, donc il peut, voilà, pour une raison ou une autre, il peut ne pas aller retirer ce chèque aussitôt. Il peut attendre le mois
il peut attendre même 2, 3 mois, ça dépend de lui. Pour une raison, par exemple, ici, il a voyagé. Alors, ce chèque-là est déjà émis. C'est déjà sorti de notre entreprise. Ce qui fait que nous, dans notre comptabilité, nous l'avions déjà retranché. Mais à la banque, ce n'est pas retranché. Donc, le solde que nous avons à la banque n'est pas toujours le bon solde. D'accord? Lorsque vous prenez votre relevé bancaire et que vous aviez dans votre relevé bancaire 27 millions, rien ne dit que les 27 millions vous appartiennent. Pourquoi? Parce que il y a des chèques que vous aviez émis, mais que peut-être les gens ne sont pas encore passés retirés. Ça, c'est un. Deux, il y a des virements qu'on va vous a peut-être fait la veille, mais qui ne sont pas encore positionnés. Il y a des chèques que vous aviez remis à l'encaissement, mais qui ne sont pas encore positionnés. Et par conséquent, le solde que vous aviez à la banque lorsque vous voyez votre relevé peut ne pas être le bon. D'accord? Par conséquent, il faudra toujours procéder à ce qu'on appelle le rapprochement. Et c'est le rapprochement qui vous permet de connaître le solde exact. Le rapprochement vous permet de dire avec exactitude, avec précision, qu'est-ce que vous aviez sur votre compte bancaire. Votre relevé bancaire va vous dire que vous avez 27 millions. Mais lorsque vous rapprochez ce que vous avez à la banque, vous rapprochez ça avec ce que vous avez dans votre comptabilité en entreprise, ce rapprochement permettra de déterminer ce qu'on appelle le solde rapproché. Et donc c'est ce solde rapproché qu'il faudra considérer pour ne pas se retrouver dans des situations de découvert en émettant des chèques qui vont être considérés comme sans provision. Vous avez le rapprochement de la TVA aussi. On peut rapprocher la TVA en quoi faisant? En déterminant tout simplement est-ce que la TVA due, ce que nous devons, hein, la TVA due, donc la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable qui donne la TVA due. Est-ce que la TVA due qui est déterminée en entreprise correspond à la TVA qui a été liquidée, c'est-à-dire qui a été vraiment versée en entreprise. D'accord? Est-ce que ça correspond? Donc ça, c'est une question qu'on va poser. Vous avez pareil, hein, la même chose au niveau des paiements. Est-ce que les salaires dus, ce qui a été payé, ce qui a été déterminé dans le compte 622, hein, ce qui a été déterminé comme salaire à verser aux employés, correspond vraiment à ce qui a été effectivement payé. D'accord? Voilà. Vous avez maintenant pour toujours le contrôle, l'appurement des comptes d'attente. Les comptes d'attente, c'est quoi? Ce sont des comptes qui sont supposés être toujours nuls. Ce sont des comptes de transfert. Exemple, le 585, le compte 58 de façon générale, ce sont des comptes de transfert de fonds. Donc, si vous avez un logiciel, Sage Comptabilité ou quelque chose, un logiciel comptable formel, c'est impossible de débiter la banque et de créditer la caisse dans une même opération. D'accord? Ça veut dire simplement que dans un journal, vous ne pourriez pas utiliser un compte de trésorerie qui ne relève pas de ce journal. Le journal, les journaux, on en parlera quand on touchera le logiciel. Donc, il y a eu approvisionnement de la caisse. Approvisionnement de la caisse, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de l'argent dans la caisse. Alors, nous partons prendre de l'argent à la banque par un chèque pour verser en espèces au niveau de la caisse. Ça veut dire quoi? Logiquement, on doit créditer la banque parce que l'argent sort de la banque et on débite la caisse parce que l'argent va entrer à la caisse. Mais on ne va pas le faire dans une même opération et dans un même journal. Ça ne passe pas. Raison pour laquelle on va utiliser un compte de transfert de fonds, le 585. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai une opération sur ça. Activité.
Voilà, vous aviez ici approvisionnement de la caisse. On a retiré de l'argent de la BOA pour alimenter la caisse. Alors l'opération juste qui doit se faire, c'est quoi? Vous débitez le 585, vous créditez la banque. L'argent sort de la banque, ça passe d'abord dans un compte de transfert, dans un compte d'attente, le 585. Ensuite, deuxième opération, ça peut être maintenant dans le journal de la caisse. Vous débitez la caisse et vous créditez le 585. Donc l'argent sort de la banque, ça entre d'abord dans le 585. Ensuite, ça sort du 585, ça entre à la caisse. C'est ça la règle, d'accord? Et c'est exigé pour des raisons de traçabilité. Mais à la fin, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ça revient à la même chose, mais sauf qu'ici, il faut le faire comme ça pour obéir à la règle. Vous aviez ici, le compte 585 qui est débité et qui est crédité du même montant. Ça s'annule. Donc à la fin, vous avez le 571 qui est débité, le 521 qui est crédité. Voilà, donc c'est fait. Alors, ce compte 585 doit être toujours nul. D'accord? Doit être toujours nul. Ça veut dire quoi? Il doit être toujours soldé. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher. Il y a des opérations qui nous vont certainement échapper. C'est pareil pour le 581, c'est pareil pour les comptes 47. Suivi et règlement des clients et fournisseurs, vous aviez chaque mois l'obligation d'établir l'état des créances, d'accord, procéder aux relances des clients, procéder au recouvrement. Et là, chaque entreprise a sa démarche. Il y a des entreprises qui émettent les factures tous les 5 et au plus tard les 15, toutes les factures doivent être réglées. Donc, si vous êtes assistant et qu'il n'y a pas un service commercial qui se charge de ça, s'il n'y a pas un service facturation, c'est l'assistant comptable qui va se charger de relancer les clients, pour pouvoir les rappeler, mais en suivant ce qu'on appelle une fiche de recouvrement ou bien une procédure de recouvrement. Vous avez l'échéancier fournisseur. Là, c'est un document qu'on doit établir chaque fin du mois pour présenter ça à la direction administrative et financière pour connaître l'état des trucs que nous devons payer, tout ce qui est arrivé à échéance. Exemple, nous devons payer la Sénélec, nous devons payer la SDE, nous devons payer le fournisseur Diop, nous devons payer le fournisseur. Tout ça, ce sont des dettes échues. Donc, l'échéancier permet de faire un état des dettes que nous devons payer à chaque fin du mois. Voilà, donc ça c'est vraiment des charges, des activités pures sur lesquelles on attend un assistant comptable. Vous avez voilà des charges, des activités liées à l'enregistrement des charges du personnel, les calculs de déclaration de TVA, voilà, la gestion de la trésorerie. Donc comment est-ce qu'on fait le suivi des brouillards? Qu'est-ce qu'un brouillard? Le rapprochement prévisionnel. Donc tous ces éléments sont des tâches, en tout cas rassurez-vous, c'est des tâches sur lesquelles on attend impérativement un assistant comptable. Voilà, donc chers participants, chers étudiants, voilà ce qu'on avait à dire pour cette formation. Donc cette vidéo n'est pas en tout cas une vidéo d'approfondissement, mais c'est juste une vidéo pour faire la synthèse de tout ce qui a été vu, de tout ce qui a été dit. Maintenant, de façon spécifique, s'il y a des points qui n'ont pas été bien maîtrisés, vous pourriez voilà, laisser un message, puis on pourra en discuter, voilà, discuter plus en détail. Donc, je prépare parallèlement une autre vidéo qui va aussi nous permettre d'aborder l'aspect pratique, donc l'utilisation du logiciel pour la gestion comptable. Ça, je crois qu'on va le faire très rapidement, d'accord. Alors, je crois
qu'il est important aussi de préciser ce point là très rapidement. L'alias fournisseur, donc l'alias fournisseur, vous avez le proforma, d'accord. Si c'est un produit, le devis, si c'est pour la réalisation, c'est une promesse de vente, comme je l'ai dit. Vous avez le bon de commande ou encore juste le cachet BPA, bon pour accord sur le proforma, c'est valable. C'est un engagement d'achat, c'est-à-dire j'accepte d'acheter. Le BL ou encore le BL pour des produits, le BRT, bordereau de réception des travaux si c'est un service. Ensuite la facture, d'accord. Donc l'alias fournisseur, c'est tout ça. L'alias fournisseur, l'alias client, il faudra juste se référer au dossier client. Donc vous avez en général le bon de commande du client, le contrat qui nous lie avec lui, ensuite le bordereau de livraison, la facture s'il y en a. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur le fournisseur, d'accord. Maintenant en termes de contrôle, ça c'est d'autres questions qui vont un peu plus en détail par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. On va contrôler les pièces d'achat en se posant la question, est-ce que le besoin est réel et a été constaté par le responsable compétent ou encore un supérieur? Là, c'est pour vérifier la fiche d'expression du besoin pour voir si le besoin n'est pas informel et si c'est un besoin tout à fait fondé. Est-ce que la transaction a fait l'objet d'une négociation ou d'une comparaison avec d'autres fournisseurs? Ou encore, est-ce que le principe de mise en concurrence a été respecté? On va le savoir en fonction du nombre de devis ou le nombre de proforma qu'on va annexer à notre dossier. Est-ce que le produit a été livré? On va le savoir en vérifiant le bordereau de livraison et qui a signé le bordereau de livraison. D'accord? Je l'ai dit déjà, c'est le service demandeur qui signe le bordereau de livraison et par conséquent, c'est à ce seul service que revient la responsabilité sur la qualité des produits réceptionnés si le cachet a été apposé. Est-ce que le produit est conforme au produit demandé? Est-ce que c'est bon? C'est bien ça que ce que nous avions demandé. On va comparer le bon de commande et le bon de livraison. Est-ce que le prix qui nous est facturé correspond au prix qui nous a été promis? On va comparer le prix sur le proforma ou le devis avec le prix sur la facture. Voilà. Donc, c'est important de connaître ces différents points. C'est sur ce point que je vais donc m'arrêter et vous souhaiter tout simplement voilà, une bonne suite pour la prochaine vidéo qui va pas tarder, d'accord. Entre temps, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez ici mon adresse sur laquelle vous pourriez toujours poser vos questions et aussi parallèlement la possibilité de consulter notre site pour voir nos prochaines formations, voir également d'autres services qui pourront naturellement vous intéresser. Merci et voilà, bien de choses à vous.